Bonjour et bienvenue dans votre nouveau numéro de Région en Fête. Vous le savez maintenant, Région en Fête, c'est l'émission qui parle de vous, qui parle de votre région. Et aujourd'hui, on a posé notre caméra et notre micro à Beauvais, à la Foire Expo 60. Alors une Foire Expo qui rassemble des producteurs locaux notamment, mais pas que, vous le verrez dans l'émission. On va rencontrer beaucoup de monde. On va également vous faire découvrir ce grand réseau Bienvenue à la ferme qui garantit notamment le circuit court entre les producteurs et le consommateur, c'est-à-dire vous. Et puis, bien évidemment, tout au long de cette émission, on va goûter des produits locaux, on va aller voir les animaux et bien sûr, on va parler de vous, avec vous. On y va, j'ai mon chauffeur qui m'attend, je monte dans le tracteur et on se retrouve dans quelques instants. C'est parti. Alors j'ai rejoint Anselme, président de Bienvenue à la ferme de l'Oise. Anselme, expliquez-nous, c'est quoi Bienvenue à la ferme? Alors Bienvenue à la ferme, c'est avant tout un réseau de fermiers, qu'ils soient... Alors il y a différentes activités, producteurs, hébergeurs, donc avec des campings ou des gîtes. Et après il y a les fermes pédagogiques, les fermes découvertes. Il y a aussi des fermes auberges. Donc les fermes pédagogiques, c'est pour l'accueil des enfants. Et le but, c'est de communiquer auprès du grand public sur l'activité des agriculteurs. Alors vous êtes président donc, de l'Oise, ça veut dire que dans chaque département, on retrouve Bienvenue à la ferme. C'est un réseau national? C'est un réseau national. Dans chaque département de France, il y a une association Bienvenue à la ferme. Et au total, on est près de 9000 adhérents sur toute la France. D'accord. Alors là, aujourd'hui, vous êtes venu sur la Foire Expo pour quelque chose de bien spécifique, qui est la signature de la charte Bienvenue à la ferme, hein, on l'appelle comme ça. Alors cette charte, en gros, c'est une charte qui instaure un partenariat entre les traiteurs qui s'engagent à fournir des plats traiteurs faits avec des produits fermiers et les producteurs fermiers qui s'engagent à fournir des produits de qualité, à être réactifs sur les commandes et à envoyer, au point de vue de notre réseau, comme on est nombreux, les différentes demandes qu'on aurait de repas traiteurs à fournir. Pourquoi on en vient à devoir mettre en place ce genre d'initiative? Pourquoi c'est pas naturel d'aller chez les producteurs locaux? Qu'est-ce qui fait que ça freine? Pour les traiteurs, il faudra leur demander. C'est vrai que la plupart des traiteurs, malheureusement maintenant, fournissent des produits de grossistes industriels, peut-être pour des raisons de coût, peut-être pour des raisons de praticité. Si on va chez un restaurateur ou si on fait appel à un traiteur et qu'on voit le logo Bienvenue à la ferme, on sait forcément que c'est des produits qui viennent du département ou de la région. Ça veut dire que en tant que producteur, nous on a contrôlé qu'il utilisait bien nos produits et qu'il travaillait au minimum avec 3 producteurs et qu'il faisait régulièrement des repas avec nos produits auprès de sa clientèle. Le cahier des charges, concrètement, c'est ça, c'est d'avoir avoir 3 producteurs. On ne peut pas forcer parce que le client est roi et donc le client, s'il veut du saumon, s'il veut des glaces au café, il y a des choses qu'on ne fait pas en Picardie. Mais le client aura le choix pour chaque plat d'avoir un plat fermier ou un plat, il aura, s'il veut du saumon sur de l'avocat, il aura du saumon sur de l'avocat, mais il aura le choix avec un autre plat fourni par le traiteur en produits fermiers. En Picardie, j'imagine qu'on a ce qu'il faut, on est riche en termes d'agriculture. C'est surprenant, les Picards ont tendance à ne pas être confiants dans leur terroir, à être complexés par rapport aux autres régions, et il n'y a pas de honte, on est vraiment... Ce qui se passe, c'est que la plupart de nos produits partent en région parisienne, mais au point de vue de l'offre, on a vraiment tous les produits qu'il faut, du poisson, on a de la truite, on a des fromages, bien sûr, on a beaucoup de fruits rouges, on a beaucoup de légumes, et on a plein de produits aussi assez élaborés, des pâtés, des terrines. J'en oublie beaucoup, mais il y a même au point de vue... Oui, il y a énormément de choses, on est souvent surpris. Donc on sait que ce sont de beaux produits, de bons produits, et qui viennent de chez nous. Voilà, c'est ça. La charte Manger fermier avec votre traiteur, vous savez que c'est fait avec des produits du coin, c'est écologique, ils ont fait souvent moins de 50 km et généralement ils sont bons. Et alors, vous en mangez, vous n'avez plus faim. Vous n'êtes pas obligé de manger toute la soirée, vous pouvez danser après, c'est pas mal. Voilà. Bon super. On goûte? Je vous en prie. Vous nous avez préparé quoi alors là? Il y a tous des produits qui viennent de nos producteurs. Ouais. Donc ces fraises-là viennent de la ferme du Châssis qui est à Équenois, ici.
Vous avez le fromage qui vient de chez moi, le jus de pomme qui vient d'un producteur sur Bailleul-sur-Terrain, le cidre qui vient d'un autre producteur sur Grandvilliers et le pâté qui a été fait par le traiteur, Monsieur Denouette, gracieusement. Voilà. Bon, bah écoutez, je pense qu'on va goûter. Hein. De rien. C'est bien de terminer en goûtant. Hein. Ça donne faim de parler. Exactement. Merci beaucoup. Et puis je pense qu'on va aller aussi poser quelques questions à Nicolas. Hein. Pas de souci. Merci à vous. Il a été un adhérent dès le début et il nous a beaucoup aidé à élaborer cette charte. Eh bien écoutez, on va aller le voir, mais juste avant d'aller le voir, je me permets de manger quand même une petite fraise. Hein. Hop. Ouais. Ça vient de Picardie. Alors on l'a trouvé, hein, Nicolas, notre traiteur Picard est avec nous. Nicolas, bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder un petit instant, parce que j'imagine que vous avez un programme chargé aujourd'hui. Un petit peu, ouais, pour le week-end un petit peu, ouais. Alors avec vous, on va évoquer cette charte Bienvenue à la ferme, parce qu'on a commencé à en parler. Il y a eu une signature il y a quelques minutes. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, en tant que traiteur, cette charte ? Cette charte est importante à plusieurs titres. Comme je dis régulièrement, moi je me suis installé il y a 8 ans à Formerie et depuis le début j'ai toujours essayé de travailler avec les producteurs du coin, mais même pas, comment dire, c'est juste par envie de qualité et puis pour le contact en fait avec ces gens-là. Et je dis souvent, nous pour nos prestations traiteurs, etc., on prend nos légumes, on prend nos fromages, etc. chez les collègues d'à côté. Je dis les collègues parce que voilà, c'est des confrères. Et je vois pas l'intérêt d'aller chercher des produits chez des grossistes alimentaires classiques, alors que dans l'Oise on a tout ce qu'il faut. J'ai souvent plaisantant, à part le saumon dans l'Oise, on a quasiment tout ce qu'il faut pour faire des amuse-bouches jusqu'au dessert. On n'a pas d'intérêt d'aller chercher. Je vais pas aller chercher des métros, pardon, excusez-moi, je vais pas citer. Je vais pas aller chercher des produits, des fraises ou je ne sais quoi chez un grossiste, alors que j'ai un cultivateur qui est à 3 km de chez moi qui me fait des fraises qui sentent la fraise, quoi. Donc ce qui est pas toujours le cas chez les autres. Donc voilà. Vous preniez un exemple tout à l'heure au niveau de la signature, l'exemple de la salade par exemple. Pour le même prix, vous avez une salade beaucoup plus belle, beaucoup plus grosse chez un traiteur, chez un producteur local. Oui, tout à fait, c'est exactement ça. Je prenais effectivement cet exemple de la salade. Ça peut dire c'est anecdotique chez un traiteur une salade. Mais je vais prendre chez un grossiste alimentaire une laitue actuellement, rien caché, je crois qu'elle est à 90 centimes hors taxe. Et j'ai mon agriculteur juste à côté de chez moi qui a les mêmes salades de qualité supérieure, je pense déjà, qui sont également à 90 centimes hors taxe. Mais la différence, c'est que moi, mes salades me sont livrées le vendredi matin à 7h par le producteur. Il vient de les prendre dans son champ. Donc il y a encore la rosée dessus, c'est toujours assez surprenant. Les fraises, tout ça, c'est pareil. Mais cette fameuse salade, elle a un avantage au-delà de la fraîcheur, c'est le tarif, parce que je la paye aussi 90 centimes hors taxe, sauf qu'elle fait le double de volume de la salade du grossiste. Donc en plus, économiquement, pour moi, c'est très intéressant, mais ça n'est pas que pour moi que c'est intéressant, c'est également pour le producteur, qui lui va revendre aux centrales d'achat de la grande distribution ses salades, il va les vendre à 40-45 centimes. Moi, il me les vend à 90, il est heureux comme tout, il sauve, on va pas dire que ça sauve son exploitation, mais ça lui permet de faire sa marge et de gagner, sa vie sur son produit et la qualité de ce produit. Donc je suis gagnant, il est gagnant, et mon consommateur final, qui sont mes clients, que ce soit les mariages, les collectivités, les cocktails, etc., le client final est aussi content parce qu'il a une qualité qu'il ne retrouve pas ailleurs. Quand nous, nos feuilles de salade, c'est de la feuille de salade fraîche, c'est pas du sachet, c'est pas un truc un peu ramolli. Voilà, tout le monde est gagnant. On sait ce qu'on a dans l'assiette. On sait ce qu'on a dans l'assiette, tout le monde est gagnant. Il n'y a pas de frein, voilà. C'est une première, nous on a créé ça dans l'Oise, on espère l'étendre, on espère que les champs d'agriculture des autres départements des Hauts-de-France puis de la France vont passer à cette charte et pourquoi pas être les précurseurs de quelque chose qui, à mon sens, a de l'avenir. Et les consommateurs, parce qu'on parle pas assez des consommateurs qui sont quand même finalement... C'est eux les premiers. Les consommateurs veulent du local, veulent du bon. Il suffit de voir le succès qu'on a avec nos produits ce week-end ou sur tous les salons du terroir qu'on fait. Je pense qu'on leur dit souvent mangez moins, mangez mieux. Je pense qu'ils en ont un petit peu marre. Clairement, on l'entend tout le temps, de manger des trucs qui sont gras, qui sont machins, avec des labels que personne connaît, qu'on sait même pas ce que c'est, etc. Comme il disait tout à l'heure Anselme, les fraises, elles sont d'accord, faites à la campagne, mais enfin, elles ont fait 1000 km les trucs. Voilà, je pense que moi, je le vois avec mes clients, ils veulent du bon, ils veulent du local, ils veulent du frais, ils en ont marre de manger J'aimais beaucoup Jean-Pierre Coffre, de la merde. Mais c'est ce qu'il disait, mais c'est vrai, ouais. Mais voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui fait que les restaurateurs, les traiteurs n'y vont pas naturellement vers les producteurs locaux ?
et qu'on soit obligé de mettre en place ce genre d'initiative pour les inciter à y aller? Je pense que c'est la peur de la logistique, la peur d'y aller. Et je lisais tout à l'heure également à Charles Loquet, etc. Il me disait, c'est quoi votre frein en ce moment? Il n'y a pas vraiment de frein, si ce n'est se franchir le pas. Certaines collectivités s'y mettent, il faut aussi que les mairies s'y mettent pour leurs cantines scolaires, etc. Parce qu'on parle des traiteurs et restaurateurs, mais c'est valable aussi pour le restaurant du coin, hein, qui peut s'y mettre. Ça peut être le maire du petit village d'à côté, qui peut dire, mais mince, j'ai des champs de fraises à côté de chez moi, pourquoi on ne sert pas les fraises de chez nous aux gamins à l'école au lieu d'aller passer par les centrales d'achat, etc. C'est juste vraiment une question de volonté, et je pense que nous, on doit se faire connaître, parce que vraiment, je pense que là, il y a un souci là-dessus, c'est qu'il faut que les Isariens, les Isariennes, ou même des autres départements, fassent cette démarche. On voit parfois au bord des fermes, pommes de terre ou œufs à la ferme. Je pense que je parle avec des gens, on me dira bon, on ne se pas s'arrêter, etc. Mais arrêtez-vous, vous allez rencontrer des agriculteurs passionnés, vous allez avoir des tarifs, les pommes de terre, des œufs, etc. nettement moins cher que la grande distribution, et vous aurez une qualité absolument irréprochable. On est tous des amis, on se fait la bise. Le soir, on va chercher nos commandes. Tiens, passe ce soir. Bon, allez, vas-y. Hop, on goûte un petit vin, un petit machin. On prend l'apéro. Allez, on prend l'apéro. Sortir les radis du jardin. Je te sors les radis du jardin. Je dis, bon, allez, vas-y, je t'ai fait une petite terrine aujourd'hui. Tu me dis, et alors, c'est ça aussi. C'est que moi, quand je crée des produits ou eux, des nouveaux produits, l'autre jour, je vous ai goûté. C'est grâce à la rillette, ça m'a fait sourire. Parce que du coup, les rillettes, c'est mon job normalement. Donc voilà. Mais on a une relation entre nous. Effectivement, faut par rapport à des mots, par rapport à Anselme Baudouin, on est amis. On est devenus amis. Je le connaissais pas avant de travailler avec. Mais avec le temps qui passe, etc., c'est des copains, quoi. Et là, on est contents, on se retrouve tous. Ce soir, on va boire une petite coupe ensemble et tout, machin. Tout le monde, comme on vient de faire là, avec le cidre, le jus de pomme. Tiens, je t'ai ramené une petite terrine, je t'ai ramené des fraises, des radis. Presque à la bonne franquette. Et puis à la bonne franquette, on est entre amis. Et il suffit de voir toute la réaction des personnes qui, tout à l'heure, étaient en train de goûter les produits qu'on leur a ramenés. Ils ont fait, oh, voilà, les radis sont croquants. Ils les accueillent ce matin, ces radis. Je veux dire, ils n'ont pas passé une semaine dans des camions frigo. Et je pense que le département de l'Oise peut être ambassadeur de cette charte. Je pense qu'ils nous soutiennent déjà beaucoup. Il faut quand même savoir, tout le monde le connaît, hein, le fameux marché fermier du département de l'Oise qui a lieu tous les ans au mois d'octobre. Je crois que c'est le 14 cette année, avec ses plus de 30 000 visiteurs l'année dernière. Je pense qu'on a eu une volonté, je crois que ça avait été initié par Édouard Courcial, le premier, puis Nadège Lefebvre, qui est une femme, alors je veux dire fantastique, en dehors de toute politique. Hein. C'est vraiment quelqu'un que je connais personnellement et qui soutient les producteurs, les agriculteurs. Elle maintient le marché fermier qui se développe énormément. Mais ça, c'est une vitrine, par exemple. Ce marché fermier, c'est une vitrine extraordinaire pour nous tous, pour promouvoir le réseau Bienvenue à la ferme. Et ils nous soutiennent dans toutes les occasions. Et je pense qu'ils ne manqueront pas aussi sur ce point-là de nous soutenir. Mais je pense que vraiment l'Oise est précurseur, de ces circuits courts, etc. Alors, je suis pas dans les autres départements de France. Peut-être qu'il y a des petites initiatives à droite à gauche qu'on ne connaît pas. Mais je pense que l'Oise est vraiment précurseur et qu'à mon avis, il y a quelque chose à développer d'un point de vue national. On va en parler avec les élus, on va en discuter. Anselme en parlera avec le réseau Bienvenue à la ferme pour essayer d'étendre tout ça. Et peut-être l'Oise sera pionnière en la matière en circuit court. En tout cas, la volonté est là. Maintenant, il faut des soutiens publics, il faut que nos élus aussi nous soutiennent. Et là, je ne parlerai même pas, je le disais également tout à l'heure à la députée, c'est même pas financièrement qu'on a besoin de soutien. On a besoin que eux relayent l'information. Portent le projet. Eux, quand ils sont à l'Assemblée nationale, quand ils sont au conseil départemental, bon, encore une fois, voilà, au niveau des départements, c'est fait. Ils travaillent déjà avec les cantines, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais quand ils voient leurs confrères, des autres députés de la France, quand ils voient les chambres consulaires d'agriculture, etc., les chambres des métiers, les chambres de commerce, il faut qu'ils portent le message en disant « Regardez, nous, on a fait ça à tel endroit, regardez ce qui peut se faire. » Je disais tout à l'heure, on est 4 traiteurs pour l'instant, et restaurateurs, c'est trop peu. Et j'espère que l'année prochaine, on sera 20 ou 25. Parce que tout le monde doit s'y mettre. Et j'espère qu'un jour, on était aujourd'hui 2 pour signer la charte, et j'espère qu'un jour, on sera des milliers en France à travailler avec nos producteurs. Et ça peut, je pense, et c'est une certitude, sauver certains producteurs qui malheureusement sont en difficulté avec les crises qu'on connaît, etc. Et vraiment, ça peut vraiment, si chaque restaurant autour de chez nous, chaque traiteur se met à travailler avec eux, on va sauver beaucoup d'emplois. Super, merci beaucoup. Merci à vous. On vous laisse aller travailler. Il va y falloir gagner un petit peu de travail ce week-end. Ouais. Et puis nous, on continue notre visite ici à Beauvais. Hein. L'idée, vous l'avez compris, c'est de vous faire découvrir tout ce qui se passe sur la Foire Expo ce week-end. Alors, parlez-nous un peu de cette bête-là. C'est quand même bien différent des tracteurs d'avant. Ah bah, il y a une évolution là, sur les 30 dernières années qui est impressionnante au niveau du matériel. Pour l'exploitant qui achète une machine comme ça, c'est un vrai investissement, j'imagine, qui doit rentabiliser en quelques années, mais en même temps, ça lui rapporte en gain de temps, c'est ça, dans ses champs, ou en confort de travail également? Ah bah, le gros point, oui, c'est le confort de travail. Comparé à 30 ans, c'est sûr, c'est totalement différent. Et alors, c'est quand même
pas mal électronique, hein. J'ai pu monter dedans, on montrera quelques images. Il y a la tablette à l'intérieur maintenant, il y a le compteur également qui est électronique. À quoi ça sert tout ça par exemple cette tablette, à quoi elle sert? Pourquoi l'exploitant a besoin, l'agriculteur a besoin de cette tablette? Ça lui apporte quoi? Pour être précis dans ses réglages, c'est aussi beaucoup de confort de travail, hein. Avant, ce qu'on fait maintenant sur la tablette, avant on le faisait avec des manettes, avec des vannes. C'est du confort et puis plus de précision aussi dans les réglages aussi. Et voilà, ça lui permet de gagner du temps et d'être plus efficace, j'imagine. Oui, c'est ça, oui, totalement. Bon, merci beaucoup Adrien. On vous laisse aller accueillir les enfants. Merci. Voilà. Et puis on reviendra vous voir tout à l'heure. Merci, bonne journée. Merci à vous aussi. Et nous on continue. Alors on est juste à l'entrée de la Foire Expo et on a rejoint Cyril. Cyril, merci de nous accorder quelques instants dans votre programme qui, je pense, est très mouvementé aujourd'hui. Il est chargé, oui, il est chargé. Merci de votre visite. Il y a différents univers, on peut dire ça comme ça, dans la Foire Expo. On a à l'intérieur tout ce qui est maison, mais aussi gastronomie, dehors le marché du terroir. L'idée, c'est de rassembler un maximum en termes d'univers pour un maximum de gens. Oui, c'est pas tant de réunir un maximum d'univers, c'est vraiment d'apporter une diversité dans l'offre. Donc effectivement, on trouve un pôle habitat, décoration relativement important, une partie gastronomie avec des produits qui viennent d'un peu partout en France, autour des vins, des champagnes, de bonnes choses à manger. Et enfin, sur les extérieurs, des activités qui sont nouvelles cette année, puisqu'on a introduit le marché du terroir avec des producteurs qui sont essentiellement du département de l'Oise, des producteurs vraiment locaux, voilà. C'était une demande des producteurs de pouvoir venir sur la Foire Expo? Alors, c'était une demande de certains producteurs de venir sur la Foire Expo, c'était une demande de toute façon d'avoir plus de visibilité au niveau de certains produits aujourd'hui proposés par des petits producteurs fermiers, artisans. Donc la Foire Expo était bien contente d'accueillir en fait ce type de produits. Puis ça correspond aussi à je pense, un nouveau mode aussi de consommation qui est dans l'air du temps. Donc la Foire Expo doit s'adapter en fait à ce type de demande. Et puis à titre personnel, c'est aussi un choix réfléchi. L'originalité, c'est que tous les ans, on varie vraiment. On n'a pas de thème, annuel, mais par contre, on varie beaucoup les animations. L'objectif, c'est qu'on essaie de ne pas retrouver la même chose tous les ans. Alors après, c'est vrai qu'il y a des animations qui sont récurrentes. Je pense aux supercars, aux voitures de luxe qui plaisent énormément. Aujourd'hui, il faut proposer un programme d'animation qui donne envie de venir, avoir des animations comme cette année le défilé en robe de papier journal ou le pole dance, ou des choses qu'on ne voit pas régulièrement. Finalement, les choses se sont presque inversées. Maintenant, la Foire Expo est presque accessoire au programme d'animation, en quelque sorte. C'est presque ça, oui. C'est-à-dire qu'on vient pour passer un moment en famille ou entre amis sur un lieu où il y a des animations, des activités d'organiser. Et en même temps, on a l'occasion de découvrir des exposants. Alors, sauf peut-être sur l'aspect marché fermier, qui en lui-même est une animation en elle-même, hein, puisque le bien manger, les produits du terroir attirent toujours le monde. Donc, avant 2019, on a quelques événements sur le deuxième semestre, hein, puisqu'on est partenaire ou co-organisateur d'événements de foires agricoles qui ont lieu au mois de septembre dans l'Oise. On a un salon de l'habitat sur Beauvais au mois de novembre, début octobre la foire exposition d'Abbeville dans la Somme, et puis le marché de Noël de la ville de Beauvais sur tout le mois de décembre. Merci beaucoup. Et puis on se croisera sûrement dans les allées. Oui. Merci. Et nous, on continue cette visite ici à la Foire Expo de Beauvais. Suivez-moi. J'ai rejoint Mathieu au milieu des animaux. C'est pas pour rien parce que Mathieu gère la ferme itinérante, hein, c'est ça, la ferme de la Galinette, là où on est. C'est quoi ce principe de ferme itinérante? Donc c'est donc une ferme pédagogique itinérante qui permet d'aller vers les structures ou vers les fêtes de ville, comme aujourd'hui, la foire. Et l'idée, c'est avant tout de présenter les animaux de la ferme et puis que les personnes qui viennent puissent aussi les toucher, les caresser et puis de voir aussi différentes races d'animaux. L'idée, c'est finalement d'amener les animaux à la portée de tous, notamment de découvrir les animaux et leur milieu de vie aussi. Exactement, ouais, c'est ça. C'est vrai que dans le concept, c'est vraiment ça, c'est d'aller vers les gens. Et c'est ce qui permet justement
de faire participer plus de personnes justement qui viennent voilà, comme aujourd'hui. On voit là les enfants sur les images, les familles, les enfants venir caresser les animaux. Ils sont demandeurs, j'imagine. Le premier public, c'est les enfants. Oui, avant tout, ouais. Le premier, c'est vraiment les enfants. Et puis ça éveille aussi des souvenirs pour les personnes soit plus âgées, qui ont eu soit des animaux en ferme, ou voilà. Et puis il y a la curiosité des grands de voir des espèces qui ne sont pas forcément connues. Mais c'est vrai que dans un premier temps, c'est voilà, les enfants qui sont plutôt ciblés. Voilà. On a plein de sortes d'animaux. Je sais pas, il y en a combien? Peut-être une quinzaine là. Oui, il y en a une quinzaine. Ouais, c'est ça. Et alors, ce qui est rigolo, moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'ils cohabitent tous sans aucun problème. Oui, voilà, donc on les habitue petits à être ensemble, et puis et comme ça, le fait de les habituer à être ensemble, ce qui permet vraiment de mettre des poules, cochons, les chèvres, moutons ensemble, c'est ce qui permet de créer une petite ferme pour que les enfants puissent vraiment voir tout ce qu'il peut y avoir comme espèce d'animaux. Et il n'y a jamais de petite bagarre entre animaux. Enfin là, depuis tout à l'heure, c'est calme. Pour le moment, c'est calme. Parfois le matin, lorsqu'on met à manger, voilà, chacun vient un peu essayer de récupérer. Taper dans le bac de l'autre. Voilà, exactement. c'est ça. Alors, vous venez pas de la région, c'est ce qu'on se disait hors antenne. Vous venez de la Sarthe. Oui, c'est ça, de la Sarthe. Et alors, faut quand même venir jusqu'ici. Les animaux, niveau transport, ça va très bien. Ouais, très très bien. Vraiment, on est très vigilant sur le transport, et puis on respecte bien les temps, les rythmes aussi sur la route. Voilà, donc ça se passe très bien. Ouais. J'imagine que quand on a une ferme pédagogique telle que la vôtre, la première des choses qu'on respecte, c'est le bien-être de l'animal. Tout à fait, le bien-être, le soin, et puis tout ce qui est sanitaire aussi, vraiment d'être prudent, d'être vigilant à ça. Mais c'est vrai que dans un premier temps, c'est le bien-être. Observer ces animaux, donc ça demande de bien les connaître, et puis d'amener les soins nécessaires s'il y a un besoin. Voilà. Et sur place, c'est de ne pas les mettre n'importe où, parce que là on voit, il y a de l'herbe. Enfin, vous n'avez pas amené la pelouse, l'herbe était déjà là. Il y a les barnums. Enfin, tout est réfléchi pour que les animaux se sentent bien. Exactement. Ouais, c'est ça. Comme aujourd'hui, là, il fait très chaud. Voilà, avec les barnums, ça fait de l'ombre. Ils sont sur l'herbe, donc voilà, le milieu est quand même un peu reproduit d'une certaine façon, comme en prairie si c'était à la ferme. Et alors, vous sillonnez toute la France comme ça? Une grande partie de l'Ouest. Donc, on se déplace dans les écoles, dans les crèches, les villes, voilà, et puis on fait vraiment tout le Grand Ouest, voilà, autour de chez nous, d'une certaine manière, et puis ça peut amener d'être un peu plus loin par moment, oui. Et vous avez, j'ai envie de faire un jeu de mots, je passe du coq à l'âne, ouais. Mais vous avez là-bas, on le verra sur les images, oui. Une espèce de grosse bête avec des grosses cornes, c'est quoi? Alors c'est un bélier raka de Hongrie. D'accord. Voilà, un bélier raka. Donc c'est vrai que dans notre ferme itinérante, on a énormément de races, plutôt particulière, ce qui permet, lorsque les gens circulent, se promènent, ils puissent voir des races qui étaient en voie de disparition. Donc ça, c'est aussi pour nous important. C'est une manière de préserver les races. Et il y a aussi un taureau d'Exter d'Irlande ou des races de montagne derrière nous, des brebis. Voilà, donc ça, il y a des associations qui protègent ces animaux. Et nous, à notre petite échelle, on y participe aussi. Et du coup, ils sont pas du tout chez eux. Là, vous parliez des moutons d'Irlande, ils sont pas du tout dans leur milieu naturel, et pourtant, ils arrivent à s'adapter quand même facilement. Voilà, ils s'adaptent. Ils s'adaptent tout à fait chez nous. Ça, c'est vrai. Oui. Bah, très bien. Merci. Merci à vous. Merci. C'était chouette. On va continuer à vous faire découvrir ces petits animaux. Les petites poules, là, très sympathiques. Je la trouve très charmante, celle-ci d'ailleurs. Elle s'appelle comment? Ça, c'est une batame de Pékin frisée. Je retiendrai pas du tout. Difficile. Ouais. Et chacun a son petit nom? Alors, ça c'est Frisette, voilà. Et, oui, souvent ils ont leur nom et comme ça permet aux enfants ils aiment bien savoir quel est le nom de l'animal. Voilà, et là, celle qui nous accompagne depuis tout à l'heure. Milka. Milka, d'accord. Pourquoi Milka? Milka avec les couleurs. D'accord, ok, très bien. Et bien Milka aime bien être avec nous. Milka chocolat. Elle me mordra pas? Non. Bonjour Milka. Bon. A priori, elle se fait facilement au micro. Ça va? Ouais, je pense qu'elle a dit oui là. Oui, ouais, là c'est elle bon. m'a dit oui, elle m'a dit ça. Bon allez, on continue. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Merci, vous aussi. Au revoir Milka. Vous avez acheté quoi là? De la confiture de cidre. Vous connaissiez? Oui, je connaissais déjà. J'en ai goûté il y a 4-5 ans à peu près.
Oui, vous êtes un fidèle. Oh, fidèle, non, parce qu'on se voit pas souvent. On n'est pas du tout du même coin, enfin, on est dans l'Oise, mais espacé. Et je vous ai vu goûter aussi un petit verre de cidre là. Il était bon, le cidre. Ouais. Très bon, très bon, très bon. Brut ou doux? Brut. Ouais, ça se voit à votre caractère. Ah ouais, ça se voit, ouais, j'ai du caractère. Hein. Vous n'êtes pas un homme facile, hein? Ah non, non, pas du tout, pas du tout. Quand je dois dire, je le dis en face, c'est pas derrière. Eh ben, vous avez raison. Ouais. Et alors, vous, c'est ça que vous avez acheté, un confit de cidre, hein, c'est ça? Confit de cidre, oui. Ah ouais. Et ça sert, c'est pour quoi faire? Pour cuisiner? Pour cuisiner et... Tartine? Tartiner, tout Ouais. ça, comme de la confiture. Hein. Tu déj le matin? Petit-déj, oui, c'est bon, c'est bon. À toute occasion, quoi, en fait. Toute occasion, voilà. Elle est gentille, la dame? Ah, très gentil. On peut aller la voir? Ah, bah allez-y, hein. Eh ben, allez. Faites ce que vous voulez, hein. On va essayer. Hein. Bon après-midi, merci. Hein. Vous pouvez rester avec nous, il n'y a pas de problème. Hein. Allez-y, hein. On papote. Hein. Bonjour. Bonjour monsieur. Voilà, et là, vous avez un super client. Hein. Oui, je vois ça, mais ça fait bien 5 ans, effectivement, quand on a lancé le confit de cidre Calvados, que monsieur a été un premier client. D'accord. Voilà. Et bon, alors, expliquez-nous ce que vous faites exactement. Alors, donc, je suis Fatima Corpet du domaine de la Motelette, à Saint-Thibault. Donc, on est exclusivement en agriculture biologique. Donc, on fabrique du cidre doux, du cidre brut, du jus de pomme pétillant, du calvados, de l'apéritif Picardie verte. Donc, c'est du cidre et du calva vieilli en fût de chêne pendant plus de 10 ans. Et on a une déclinaison de confitures, donc de 5 confitures. Gelée de pomme au calvados, pomme cannelle, pomme caramel, confit de cidre au calvados et gelée de pomme nature. En sachant que mes produits ont eu différents prix, mais que je ne vais pas énoncer ici parce que c'est trop long. Voilà, je suis très fière. Elle est modeste. Voilà, tout à fait, je suis très fière. Et on a un verger qui fait 80 hectares. Et l'année dernière, on a planté 4 hectares de poires. Donc Comis, Conférence et William, tout en agriculture biologique. On est certifié bio par Bureau Veritas. Tout est, alors, donc, si je résume, tout est bio, tout est fait par vos petites mains et dans la région. Tout à fait. Donc on est Madine 60. J'étais une des premières à avoir le diplôme ici, la certification Madine 60 en 2015. Parce que tout est fait chez nous dans le 60. Mais pourtant, le Calvados, c'est pas chez nous. Oui, mais à l'époque, et je pense qu'avant qu'ils divisent l'Aisne, la Somme et l'Oise, une partie des vergers devait faire partie du Calvados. Donc à mon avis, on a gardé l'appellation Calvados. Et on est Calvados Pays de Bray. Voilà, donc voilà, on est certifié Calvados Pays de Bray. Bon, bah très bien. Allez-y, j'allais poser une question, mais allez-y, le micro est à vous. Par rapport au Calvados, on me pose souvent la question. Sur mes bouteilles, il y a écrit éleveur. Pas du tout parce que nous avons des bêtes, c'est parce qu'on élève nous-mêmes le calva. Vous avez des gens qui achètent du Calvados chez des gens comme nous, qui le mettent en bouteille et là il y a écrit producteur. Par contre quand vous voyez écrit éleveur sur la bouteille, c'est le monsieur qui l'élève lui-même. Donc seuls les éleveurs peuvent inscrire éleveur. Donc ça veut dire que quand on achète, il faut qu'on regarde bien l'étiquette pour que ce soit noté éleveur et au moins on sait d'où ça vient. On l'élève parce qu'on l'élève directement chez nous à la ferme. Voilà, il est élevé par nos soins en fait, pas par les miens mais par les soins de mon mari. Ouais, voilà. Vous savez exactement tous les produits là qui sont sur l'étalage. On sait exactement d'où ça vient. Tout vient de chez vous. Et j'ai oublié de vous préciser aussi que je faisais du vinaigre bio. Voilà, il y a du vinaigre bio, donc il n'est pas pasteurisé, il a toutes ses propriétés. D'accord. Voilà. Et alors on parlait, enfin vous avez évoqué le cidre aussi. Le cidre, moi j'y connais rien. Hein. Il y a le gaz à l'intérieur, tout ça, tout se fait naturellement. Le cidre en lui-même, on presse les pommes, ensuite ça va dans des fûts. Vous donnez réellement la recette, seul mon mari serait là pour vous l'expliquer de A à Z. On va pas donner tous les secrets. Hein. On va pas donner surtout pas tous les secrets. Donc ensuite ça reste dans le fût et arrivé à un certain degré de fermentation. D'ailleurs les bulles commencent à arriver. Il faut le soutirer, le filtrer, le remettre dans le fût de 8000 litres, le ressoutirer et ainsi de suite. Il y a un procédé à suivre avec une terre d'argile blanche pour enlever la pectine de pomme. Mais seul mon mari saurait vous expliquer en détail à quel moment et comment et pourquoi. Comment on fait du doux, comment on fait du brut. Moi je sais pas. Je sais que c'est par rapport au degré d'alcool et voilà. Ouais, moi je préfère le doux. Oui. J'ai 50% de mes clients qui aiment le doux et 50% de mes clients qui aiment le calme. Voilà. Moite-moite. Voilà, tout à fait. Et alors à quel endroit on peut acheter tous vos produits? Parce que bon là vous êtes sur la foire expo, mais sinon le reste du temps? Le reste du temps, soit les commerçants, je parle spécialement des commerçants, peuvent passer sur une plateforme qui s'appelle SAS Saveur Picarde. Parce que j'ai le logo Terroir de Picardie. Maintenant qui va s'appeler Terroir des Hauts-de-France. Donc ils passent par la plateforme Saveur Picarde. Par contre les particuliers peuvent me retrouver sur les marchés. Donc le premier du mois à Saint-Just, le premier vendredi du mois c'est à Saint-Just en Chaussée. Le troisième vendredi je suis au marché de Bresles.
Et ils peuvent me retrouver une fois par mois, le premier dimanche matin, maintenant depuis peu, à Beauvais, au marché bio de Beauvais. Voilà. Sinon après, vous avez les grandes surfaces qui sont passées par la plateforme. Donc vous avez, je n'ai pas le droit de citer les marques, mais voilà, vous avez dans les grandes surfaces. Potentiellement, en allant faire ses courses, on peut trouver vos produits. Sinon après, il y a les petites boutiques qui me connaissent bien. Donc il y a la Halle des Saveurs à Songeon. Vous avez la ferme des 4 saisons chez Mélanie. Vous avez la ferme de Baudouin, la Chapelle au Pot à Grémévilliers. Ansel Baudouin, le fromage, vous y trouverez mes produits. Puis d'autres qui m'en excusent d'ailleurs, j'ai oublié leur nom. Voilà. Oui, vous serez excusé, c'est pas très grave. Merci en tout cas. Merci à vous. Merci et puis j'espère à très bientôt. Mais avec grand plaisir. Hein. Voilà. Bon, on va boire un petit coup de cidre et puis on se rejoint juste après. Hein. Alors on les rencontre, enfin on les voit en tout cas assez souvent à la télé, mais on n'a pas souvent l'occasion de les rencontrer et de discuter un peu avec eux. Je vous propose de rencontrer l'Armée de Terre, parce que l'Armée de Terre est ici, à Beauvais, sur la foire expo. Différentes disciplines se trouvent là, hein, sur ces quelques mètres carrés. Et l'idée, c'est de vous présenter ces quelques disciplines. Et puis également de parler de recrutement, parce que l'armée recrute et on va donc vous donner tous les filons pour bien postuler. Je vous propose de commencer par le parachute, parce que j'ai toujours voulu faire du parachute, alors pourquoi pas commencer par ça. Bonjour. Bonjour. J'étais en train de dire que j'avais toujours rêvé faire du parachute, alors c'est le bon endroit a priori. Alors effectivement, voilà, vous êtes sur le stand du 35e régiment d'artillerie parachutiste. Donc artillerie, donc les canons, les équipes d'observation, et effectivement la spécificité parachutiste. Ce qui fait que notre métier, nous en fait, c'est d'arriver sur un point où on ne peut pas aller à pied ou en véhicule. On y arrive par la voie des airs. Comment on en vient à être parachutiste? J'imagine que d'abord c'est formation classique, armée de terre, et après on dévie vers une spécialité, c'est ça? Enfin, moi j'y connais rien, hein, alors je compte sur vous là pour m'expliquer. Alors effectivement, c'est tout à fait ça. On a une formation classique comme toute l'armée de terre française. Et ensuite, nous, on a une spécificité parachutiste qui fait qu'on va aller passer un brevet parachutiste plus diverses formations afin de pouvoir monter dans un avion et d'en sauter. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est quand même que le saut en parachute militaire n'est qu'un moyen d'arriver sur la zone de combat, sur l'objectif, sur la mission. Vous restez, le parachutiste reste un, j'ai peut-être employé des termes qu'il ne faut pas employer, hein, ça reste un soldat, c'est ça, mais qui a la compétence de parachutiste en plus finalement. Voilà, c'est tout à fait ça. On est des soldats comme toute l'armée de terre française, sauf que nous, on arrive sur l'objectif par la voie des airs, avec nos matériels également qu'on peut larguer d'un avion. On se fait souvent une image de l'armée, quelque chose de très strict, et ça l'est hein, normalement, mais c'est parce que là, je vois votre collègue à côté, c'est aussi l'armée, ce côté échange et convivial qu'on ne voit pas forcément. Alors tout à fait, effectivement chez nous c'est carré, c'est bien encadré, c'est bien structuré, mais après on a notre côté convivialité, ce qu'on va appeler nous cohésion, parce que la cohésion d'un groupe elle passe par toutes nos missions, tous nos entraînements, et on est forcément obligé d'être soudés quand on est ensemble sur les missions, quoi. Vous pouvez aller n'importe où dans le monde? Tout à fait. D'accord. Partout où la République française nous engage, on y part. D'accord. Okay, très bien. Et alors cet équipement là, on va quand même en parler un petit peu, on voit la dame en train d'essayer de le porter, a priori c'est lourd. Voilà, alors là en fait vous avez l'ensemble de parachutage du combattant. Alors en fait tout simplement vous avez un casque sur le dessus, un parachute dorsal, le voile principal, un parachute de secours devant, donc c'est celui qu'on va ouvrir en cas de problème en l'air. Et là-bas ce que la dame touchait, c'est l'enveloppe tissu dans laquelle on va mettre nos affaires et notre armement pour arriver sur la mission. D'accord, ah oui. Et donc du coup je vais vous proposer, si vous voulez, de les essayer. Ah bah pourquoi pas. Enfin vous avez vu mon gabarit hein. Je suis pas certain que je vais terminer l'émission. Hein. Si je termine pas l'émission, à mon avis, il faudra que vous me remplaciez. Hein. Alors mon collègue est en train de préparer le matériel. Il faut savoir que nous au sol en fait on va s'équiper tout seul. Bon là effectivement vous connaissez pas donc on va vous équiper. Ouais. On va vous faire essayer tout ça. Ok, très bien. Bah écoutez, ce que je vous propose c'est vous allez prendre le micro hein, et puis alors moi je vais me mettre avec votre collègue. Voilà. Bah écoutez ça marche, on fait ça. Voilà. Allez c'est parti. Hein. Donc voilà, en premier on va enfiler le parachute dorsal, la voile principale, donc celle qui va s'ouvrir automatiquement à la sortie de l'avion à l'aide de la sangle à ouverture automatique qui est accrochée à un câble dans l'avion. Donc là mon collègue est en train de lui confectionner le harnais du parachute à l'aide des sangles. Et on sait jamais, tout à fait. Hein. Faut savoir que chez nous on peut rentrer de 17 ans et demi jusqu'à 29 ans en fonction du niveau d'études, de sans le bac jusqu'à bac plus 5. Même on peut pousser jusqu'à 32-33 ans pour certaines études spécifiques.
Donc là voilà, le harnais du parachute principal est en train de se confectionner. On ferme le harnais avec la barrette de poitrine à l'aide de la pince de sécurité. Donc là vous allez avoir la totale, effectivement. Donc là vous avez déjà le parachute principal sur vous. On va vous mettre maintenant l'enveloppe tissu, donc ce qu'on appelle nous communément chez nous la gaine. L'enveloppe tissu qui sert à transporter nos affaires en l'air et de manière à les récupérer tout de suite au sol. On accroche la corde de délestage. C'est la corde qui va être en dessous de nous quand on va larguer la gaine en l'air, de manière à ne pas atterrir avec dans les jambes. Voilà, de cette manière, la gaine est accrochée au harnais du parachute et elle est solidaire de l'homme. Ce qui fait qu'à la sortie de l'avion, sur le choc à l'ouverture, sur le choc à l'ouverture, à la sortie de l'avion, la gaine ne bougera pas, elle restera sur nous. Et ensuite, dernier élément de l'ensemble, le parachute de secours qui lui est manuel, on s'en servira qu'en cas de problème en l'air. Voilà, donc mon collègue est en train de finir la confection du harnais total de manière à bien solidariser tout l'ensemble. Là en fait on est à 13 kg sur la voile principale, le parachute principal, 7 kg sur le secours et entre 15 et 45 kg pour l'enveloppe tissu qu'on a devant. Voilà, donc comme tout soldat effectivement, on sort de l'avion avec le casque, on a besoin du casque au combat. Voilà, donc mon collègue a dans sa main la fameuse sangle à ouverture automatique, ce qui va déclencher l'ouverture automatique du parachute principal. D'accord. Ok. Et alors après, le parachute, comment s'ouvre après Alors là, voilà, donc là vous êtes complètement équipé, comme mon collègue vous a expliqué, vous êtes prêt au saut, prêt à embarquer dans l'avion. Voilà. Maintenant, comment ça va fonctionner ? En fait, cette sangle que vous avez dans le dos, qui vous a donné dans la main, cette sangle, vous allez l'accrocher sur un câble dans l'avion. Vous passez la porte de l'avion, la sangle elle fait 6 mètres, elle ouvre automatiquement la voile principale. Ah d'accord. Donc au bout de 3 secondes après la sortie de l'avion, la voile s'ouvre. D'accord, ok. Si jamais problème en l'air, vous avez la poignée rouge sur le parachute de secours ici, sur laquelle vous tirez. Et à 100 mètres du sol, en fait, on va venir délester sa gaine de manière à ne pas atterrir avec la gaine dans les jambes. Alors c'est un vrai entraînement, hein, parce que, je sais pas si vous vous en rendez compte, mais là ça tire, ouais. Ça tire. Alors oui, effectivement, c'est un vrai entraînement, c'est pour ça qu'on fait du sport tous les jours, on s'entraîne tous les jours. Ce qu'explique le collègue, c'est que il faut forcément le physique, hein, c'est ça, c'est ce que vous me disiez, parce qu'on vous a pas entendu. Un minimum de physique, bien sûr. Ouais. Et puis une fois arrivé au sol, on se déséquipe, on plie la voilure, on la remet dans le sac à voile dorsal, d'accord, si ça a été ventral aussi s'il a été utilisé. Ensuite on déconfectionne la gaine, on récupère le sac à dos, on se remet tout sur le dos, on sort l'arme de son fourreau, disposition de convoi et on rejoint en courant la zone de rassemblement. Le tout avec tout ça. Tout à fait, tout se fait en courant, on fait rien en marchant. Donc c'est pour ça qu'on est testé tous les ans aussi. Donc le physique c'est quand même assez important, quoi. Ouais, ça s'entretient le physique au jour le jour, j'imagine, on est obligé. Hein. Le physique ça prend et s'entretient, mais il faut quand même un minimum avant de venir, quoi. Voilà. Le minimum je l'ai pas. Ça s'apprend. Là je suis pas capable de passer la journée comme ça, hein, c'est impossible. D'ailleurs je suis même pas sûr que je pourrais marcher, si un peu, mais je peux pas aller beaucoup plus loin. Hein. Je pense qu'on va me déséquiper, hein. Oui, voilà. Donc ce que je vous propose c'est que je me déséquipe et puis on continue l'émission juste après. Hein. Alors pour continuer notre petit tour avec l'armée de terre, j'ai dû enfiler la tenue de camouflage parce que finalement c'était un peu le deal. Hein. Voilà, j'ai perdu un pari hors antenne et donc j'ai dû enfiler cette tenue pour continuer notre petit tour. Et je vous propose tout de suite d'aller voir le régiment de chasseurs alpins pour qu'on nous explique ce que c'est. Alors c'est pas vraiment évident, hein, pour le faire en même temps, mais on va y arriver. Bonjour. Ça vous va très bien. Ça va bien. Impeccable, hein. Ouais, change rien. La tenue Guidi, la tenue du tireur d'élite de l'armée de terre. D'accord. Donc c'est cette tenue que les soldats mettent pour se planquer finalement. Ne pas être vu est très important pour nous, voir l'objectif sans être vu. Ça fait partie du métier de militaire, notamment de chasseur alpin également. Mais pour alors peut-être que l'objectif c'est de ne pas se déplacer avec, mais parce que pour se déplacer c'est quand même pas évident. C'est pas évident, mais les distances sont très très courtes et le but est d'arriver sur l'objectif dans cette tenue pour ne pas être vu par l'ennemi. Donc les distances ne sont pas souvent longues dans cette tenue, mais néanmoins on doit le faire. Mais bon alors vous, chasseur alpin, vous la mettez pas cette tenue? Si, tout à fait. Ah si? Bien sûr que si. Oh là j'ai rien compris alors. Beaucoup de personnes ont cette tenue chez nous. Également, nous on a un panel de tenues qui est énorme pour ce que on se déplace dans tout lieu dit extrême. On est
considérée comme une unité dite d'urgence. Donc on intervient partout sur le globe. L'année dernière, le bataillon a été déployé dans 7 territoires différents. L'Irak, Burkina Faso, Nouvelle-Calédonie, Mali, tous les territoires dits extrêmes. Qu'est-ce qui vous motive, vous, dans ce métier? Qu'est-ce qui vous plaît? Pas une journée qui se ressemble. Le goût de l'effort, très très demandé dans les chasseurs alpins, puisque forcément on reste le haut de la pile de l'armée de terre, une unité dite d'élite. Pas une journée qui se ressemble, le goût de l'effort, la cohésion, le partage et découvrir. La découverte au quotidien, bien sûr. Vous êtes en contact avec la population aussi? Tout à fait, que ce soit en France ou à l'étranger. En France par le biais de Sentinelles et Vigipirate qu'on assure. Donc nous, étant situés à Annecy, on assure cette sentinelle de Aix-les-Bains jusqu'à Paris, mais également à l'étranger, à prendre un petit peu d'autres populations et surtout leur venir en aide. Ça recrute aussi au niveau des chasseurs alpins? Tous les corps de l'armée de terre recrutent? Tout à fait. Aujourd'hui, on a besoin de beaucoup de monde dans toutes les unités de France. Mais effectivement, les bataillons de chasseurs alpins recrutent. On a un produit entre guillemets, j'appellerais produit qui est très facile à vendre, puisque nous, on a un beau métier de par le fait de la montagne, mais également une belle garnison qui est située sur Annecy, une ville de France qui n'est pas mal située, on va dire. Donc on est situé nous au bord du lac d'Annecy et on n'a pas très loin de Mont-Blanc. Toute cette carte que vous voyez, c'est l'endroit où on s'entraîne. D'accord? Entraînement difficile, guerre facile pour nous. Je vous souhaite une bonne après-midi et je vous invite à aller rencontrer les gens du 5e régiment de dragons qui sont quant à eux situés juste à côté de moi, avec pas mal de matériel également. Voilà. Allez, on y va alors. Je lève les jambes parce que c'est pas évident. Hein. Merci. Hein. On l'écoute et puis on y va directement. Donc là, on est devant le stand du 5e régiment de dragons. C'est un des plus vieux régiments de France. Création en 1668. Donc vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui ne date pas d'hier. Vous êtes là depuis la création? Non. Merci. J'allais dire vous ne les faites pas, mais... Non, mais lui, oui. Ah oui, lui, d'accord. Bonjour chef, vous voulez venir? Voilà, allez. On a juste commencé l'historique, bonjour. Oui, bonjour. Donc on a eu la date de création. Oui, alors... Expliquez-nous maintenant ce que c'est. Alors il a été créé en 1668, ce régiment, mais ensuite il a été dissous en 2013. Et il a été recréé, c'est un régiment en fait tout neuf. Il a été recréé en 2016 et c'est le seul régiment de France qui est interarmes. Ça veut dire quoi? Alors voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a à l'intérieur de dans le régiment, on retrouve des cavaliers, donc ceux qui servent les chars, on retrouve des artilleurs, ceux qui tirent au canon, on retrouve des sapeurs de combat qui déminent, on retrouve aussi les fantassins classiques. Voilà. D'accord. Ok. Et alors, ce que vous expliquez là, juste derrière, aux personnes qui étaient là, c'est que les soldats prennent comme ration pour partir au combat, c'est ça? Ou... Voilà. Expliquez-nous tout simplement. Tout ça du principe que j'y connais rien et que du coup il faut tout m'expliquer. Donc c'est un éclaté de la ration de combat qu'on peut trouver. Donc tout tient dans la boîte que vous voyez là-haut là. Et ça permet de tenir une semaine sur le terrain. Une journée pour une personne sur le terrain. Donc vous avez des biscuits, c'est très calorifique. Hein. Vous avez des pastilles pour purifier l'eau, vous avez un petit réchaud de campagne, etc. Donc ça permet de tenir avec ça et une gourde d'eau. Vous tenez une journée sur le terrain. 24 heures. Donc ça veut dire que potentiellement dans le sac, on a plusieurs fois ça. Alors en général vous avez 2 fois ça déjà. Donc c'est pour ça qu'il est lourd. Hein. Il n'y a pas que, il y a toute votre vie là-dedans. Vous avez la tenue, vous avez les éléments de rechange, vous avez la nourriture, vous avez l'eau. C'est pour ça que c'est un peu lourd. Vous avez les munitions, voilà. Et en même temps c'est indispensable pour survivre. Ça rend votre autonomie. C'est ça qui vous rend autonome complètement. Ça fait partie des plus grosses difficultés sur le terrain, d'avoir tout ça en plus de la mission? Oui, le physique, c'est pour ça qu'on demande des gens qui soient quand même, qui aient un minimum de physique. Alors bien évidemment, on ne demande pas des chevaux de course, mais on demande un minimum de façon à les amener petit à petit et supporter tout ce poids. Voilà. Qu'est-ce qui est le plus difficile? J'ai posé la question également aux chasseurs alpins. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans votre métier? Alors, j'allais dire le don de soi. Il faut avoir cet impératif de pouvoir se dépasser. Et ça, dans que ce soit chasseur alpin, que ce soit fantassin, que ce soit blindé, le propre du militaire, il doit avoir ce don de soi et cette envie de dépassement de soi. On n'est pas obligé d'être des surhommes, mais il faut avoir ce don-là. On vous le rend bien? Ah oui, oui, complètement, oui. Après, il faut avoir aussi cet aspect séparation. On est souvent loin de chez soi
Donc ça c'est important aussi, il faut être conscient de tout ça. Donc on explique ça aux jeunes quand ils arrivent. Oui, psychologiquement, c'est aussi un entraînement. Il n'y a pas que le corps finalement. Voilà, il y a le corps et l'esprit. Ouais. Mais on amène le jeune petit à petit, hein. On ne demande pas à ce qu'il soit déjà formé, c'est nous qui le formons. Voilà. Ok. Les véhicules qu'on voit là juste à côté, ça c'est le vôtre ? Oui, alors je suis venu aujourd'hui avec... alors je ne pouvais pas amener un char, donc j'ai amené un véhicule, c'est les nouveaux véhicules qui remplacent... Alors on a eu, dans l'historique, on a eu les Jeep, pour ceux qui ont connu, on a eu le Peugeot P4, et maintenant, ça y est, on vient d'avoir ces véhicules, les Mastech, qui sont les véhicules d'accompagnement. Et alors il n'est pas blindé celui-ci, hein, mais voilà, c'est les nouveaux 4x4. Ils viennent de sortir, on vient de les avoir. Parfait. Par contre, celui d'à côté, c'est un plus gros mastoc. Hein. Ah oui, alors là, celui-là, c'est le 8e régiment du matériel. Il vous expliquera tout à l'heure ses missions. Mais voilà, je lui laisse le soin de vous présenter ça. Eh bien, écoutez, on continue alors. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. On continue. Bonjour. On vient vous déranger une seconde, c'est pas grave ? Vous ne dérangez pas du tout. Ah parfait, de toute façon, vu comme je suis habillé en même temps... Déguisé en arbre. Ouais, en arbre. Ouais, tout à fait. Bon, ça va ? Très bien, merci. Qu'est-ce que vous faites ? Alors moi, je suis l'adjudant-chef Rémi de la cellule de recrutement du 8e régiment du matériel. Nous sommes stationnés à Mourmelon-le-Grand, dans la Marne, pour situer géographiquement entre Reims et Châlons-en-Champagne. Alors la mission principale de ce régiment, c'est de soutenir les forces terrestres dans le domaine de la maintenance, c'est-à-dire réparation, remise en condition, entretien de tous les types de matériel qu'utilise l'armée de terre. Ça va du véhicule, en gros de ce type de véhicule, voilà, de la Jeep, façon de parler, au char Leclerc. Là, ça c'est une dépanneuse, j'y viendrai après. Moi j'y connais rien. Voilà, donc ça c'est tous les types de véhicules. Ça va être l'armement, ça va être les fusils d'assaut, les mitrailleuses, les optiques, les jumelles de tir, etc. Optiques, optroniques, les ordinateurs, quoi encore. C'est vraiment toute la maintenance technique, technologique. Tous les matériels que l'armée de terre utilise, nous on est capable de les entretenir, sauf à une exception près, c'est tout ce qui vole. Les parachutes on les fait pas, et les hélicoptères c'est pas nous qui les entretenons. Quasiment tout est fait en interne par l'armée de terre, elle est complètement autonome. Il y a beaucoup aussi d'externalisation, façon de parler, des véhicules qui sont entretenus chez les industriels, mais on fait beaucoup de choses nous-mêmes. Il y a également un autre volet des missions du 8e régiment du matériel, c'est ce qu'on appelle vulgairement la supply chain. Là, c'est approvisionner en pièces et en matériel complet les unités des forces terrestres. Ça, nous le faisons chez nous à Mourmelon. On a aussi quelques sections détachées à Suippes, à Olivet, près d'Orléans. On est le seul régiment de l'armée de terre dans le matériel qui soutient le char Leclerc, en soutien direct. Ça aussi, c'est une grosse plus-value pour nos mécanos, nous sommes les seuls à le faire. Donc nous faisons ça forcément en métropole, sur le Grand Quart Nord-Est, on va dire, mais également en opération extérieure. À partir du moment où des unités de l'armée de terre sont engagées sur les théâtres d'opération, en gros, ça va de Antilles-Guyane, Polynésie jusqu'à l'Afrique subsaharienne. Bref, partout où il y a des militaires déployés. Vous suivez ? Il y a forcément des mécanos. On ne peut pas se permettre d'avoir une armée sans matériel qui soit entretenu et sans pièces et matériel de rechange. Voilà. Donc en fait, c'est une grande chaîne, tout le monde est imbriqué. Sans eux, on n'a pas de raison d'être, et sans nous, ils ne fonctionnent pas. Voilà. En gros, des diplômes, on les prend à partir du CAP, BEP en mécanique, en maintenance, en électronique, électrotechnique, etc. Donc déjà des gens un peu formés et rompus au métier de la mécanique et de la logistique aussi pour l'approvisionnement. On peut recruter aussi jusqu'à Bac+5. Voilà. D'accord, oui, c'est vraiment ouvert à un large public, quoi. De 17 à 29 ans pour les militaires d'active, 17 ans et demi à 29 ans pour les militaires d'active, et de 17 à 39 ans pour les réservistes. On a besoin de tous les savoir-faire. Hein. L'armée a besoin de combattants de première ligne, hein, comme on dit vulgairement. Hein. On a besoin de parachutistes, on a besoin d'artilleurs pour tirer au canon, mais on a besoin de secrétaires, on a besoin de cuisiniers, de comptables, de mécaniciens, de médecins, etc. On a besoin de... Tous les corps de métier sont représentés dans l'armée de terre. Parfait. Et ben voilà, merci beaucoup. Écoutez, si vous avez des questions. Je pense surtout que je vais aller me changer. Oui, je pense que vous devez là, je commence à avoir chaud. Là, hein. Ça va sentir bon. Hein. C'est pas le Mali, il fait pas 50 degrés ici, ça devrait aller. Merci beaucoup. Et puis moi je vais aller me cacher pour me changer, hein. Ça sera plus simple. C'est parti. Alors, regardez, je vous présente une fleur parmi les fleurs. Camille, c'est beau ce que je viens de dire. Hein. Magnifique. Ça va Camille? Ça va et vous? Ça va, merci. C'est quoi cette belle robe? C'est une robe en papier journal.
Donc on va faire un défilé tout à l'heure à 17h et on fait partie du comité Miss Oise. On a été invités pour défiler avec les robes. C'est le défilé éphémère. D'accord. Alors bon, un mot sur le comité Miss Oise d'abord et après on parle du défilé. Vous avez fait l'élection. Exactement, samedi dernier au Parc Saint-Paul. Du coup, j'ai été élue deuxième dauphine de Miss Oise. Bravo. Merci. Et du coup, direction Miss Picardie le 14 octobre à l'Hélice-Passe. Et concernant le défilé, on est 12 à défiler avec des robes toutes différentes. Et en fait, elles ont été faites sur mesure, sur nous. Voilà, on a été maquillés, coiffés pour l'occasion et on a hâte de vous les montrer. Bah ouais. Alors ça, oui, ça veut dire que de toute façon, oui, ça se voit, hein, ça a été agrafé directement sur vous. On voit les agrafes un peu partout. Vous l'avez pas passé comme ça après l'avoir créé. Ça a été fait directement sur vous. Ça a été fait directement sur nous. En fait, on a des fonds de robe en dessous la robe et un maillot de bain au cas où si il y a des petits problèmes techniques, mais elles ont été faites directement sur nous. Ça se porte bien? Ça se porte bien, on peut juste pas s'asseoir, c'est un peu compliqué. Ouais, mais... Du coup, vous êtes un peu embêté quand vous êtes prisonnière de la robe. Ouais. Qu'est-ce qui vous est venu à l'esprit quand on vous a dit tiens, tu vas être habillée d'une robe en papier samedi? Bah, c'est quelque chose d'original, c'est vrai que c'est la première fois déjà qu'on défile dans des tenues un peu extravagantes et c'est la première année je crois qu'il y a le défilé éphémère. Donc c'est une expérience comme une autre. Puis alors c'est jusque dans les cheveux, hein. On voit le papier journal, je sais pas si vous le voyez bien, voilà. Un petit peu extravagant aussi. Vous n'êtes pas habillé comme ça? Vous n'êtes pas maquillé comme ça d'habitude? Non, pas trop, non. Et ça vous plaît? Vous n'êtes pas vu peut-être? Je me suis pas encore vue, donc ce sera la surprise tout à l'heure. Bon, c'est quoi le secret pour être une Miss parfaite? Faire beaucoup de sport. Après, ce qui est important aussi, c'est de savoir s'adresser en public. C'est pas facile. Savoir se tenir, sourire. Le sourire compte énormément. Vous le faites bien là? Je sais pas. je vais la faire rougir, oui. Vous avez quel âge? J'ai bientôt 20 ans. D'accord. Et c'était la première participation au Miss? Non, alors je suis originaire de Compiègne et je sais pas si vous connaissez un petit peu Compiègne. Un peu quand même, c'est écrit Picardie sur le micro, donc on connaît un peu. C'est quand même une grande ville. Et en fait, depuis 1922, il y a une élection qui s'appelle la Reine du Muguet, je sais pas si vous... Bon alors ça non, je connaissais pas, voilà. Pas du tout. Ok, bah Élodie Gossuin a été Reine du Muguet en 2000 je crois. D'accord. Et du coup j'ai participé à cette élection l'année dernière et j'ai été élue deuxième demoiselle d'honneur encore. Donc du coup c'est pas nouveau pour moi, mais là c'est quand même niveau au-dessus. C'est le comité Miss France. Donc, en termes d'organisation, de rigueur? Oui, et puis même au niveau de l'élection en fait. Là on avait 5 passages, c'était intense, Alors il y a une préparation pour Miss Picardie en octobre, il y a un calendrier de préparation à tenir? Oui, on commence les répétitions, je crois, 3 semaines avant, où on aura beaucoup plus de chorégraphie. Bon, la scène, elle sera beaucoup plus grande qu'au Parc Saint-Paul, ça n'a rien à voir, donc oui, beaucoup de préparation. Là, il y a encore 1 heure à tenir avec la robe? 1 heure, oui. Ça va aller? J'espère. On ira vous voir en tout cas tout à l'heure. Ah oui, j'espère bien aussi. Et puis comme ça, vous verrez à la télé. Ouais, super. Vous n'avez pas vu le résultat? Ouais, ça va. Vous allez changer de chaussures ou vous allez laisser vos baskets? Non, j'ai quand même des chaussures de Miss, des escarpins à talons. Si on n'est pas bien dans la robe, on est bien dans les baskets, c'est déjà bien. Bon. Bon, merci beaucoup. Bah avec plaisir. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci Camille. Alors, elles vous plaisent? Ah, vous allez même l'aider? Ah non, je pensais que vous alliez l'aider. J'allais, mais il y avait quelqu'un avant. Ah oui. Elles sont belles, hein? Moi, j'aide pour la coiffure, après je laisse faire pour le reste. Ah, c'est vous qui les avez coiffées? Oui, tout à fait. Alors, vous avez adapté la coiffure à la robe ou c'est l'inverse? Non, on a fait la coiffure et le maquillage avant, et la robe a été créée après, pour une question de timing. D'accord, parce que là tout a été fait aujourd'hui, c'est ça? À 1 heure, on a commencé, aussi bien pour les coiffures, le maquillage avec ma collègue du salon, et après les robes ont été créées sur place. Donc en tout, 4 heures de travail pour tout? Pour tout, tout à fait. Wow, c'était un beau challenge, hein? Écoutez, ça s'est bien passé. Une ambiance sympa, personne qui s'énerve, superbe. Voilà. Et puis les gens ont l'air contents? Ah ben écoutez, le temps est avec nous, c'est l'essentiel. Voilà. Où est-ce que vous allez chercher toutes ces idées de coiffure? Ben écoutez, moi c'est mon métier puisque je termine en événementiel. J'ai un salon à Beauvais que ma fille a repris, Frédéric Moreno, à côté de la mairie. Et donc je termine ma carrière qu'avec les belles choses, c'est-à-dire les événements à domicile,
les mariages, les baptêmes, toutes les cérémonies qui apportent de la joie. Voilà. Et vous dites ça avec le sourire. Écoutez, il faut en donner aux gens, hein. À force d'entendre de la tristesse, il n'y a pas de problème, la vie est belle. Voilà. Eh ben c'est beau ce que vous dites, merci. Merci. On va continuer à les regarder. Hein. Absolument. Quand même, hein. On va pas louper ça, hein. Regardez celle qui descend là par exemple. Ça va les filles? Ça va très bien, merci, c'est super. Pas trop stressé? Un petit peu. Oh non, non, pas du tout. Pas du tout? Non, non, je suis jamais stressée, moi. Alors ça fait quoi de porter une robe en papier? C'est magnifique. C'est vrai? Oui. C'est lourd? Non, mais je rigolais pas quand je dis le poids des mots, c'est lourd à porter. Pourtant c'est que du papier, mais... Il fait Et ouais. Enfin, oui, bah, vous avez quoi? Vous avez juste un maillot de bain en dessous. Dans ma main, on dit le poids des mots, le choc des photos. Hein, c'est ça, hein. Je ne citerai pas le magazine. Non, non, il faut pas. Et alors, les cheveux? Les cheveux, c'est du rajout. Hein, parce que, Bah oui. hein, tout à l'heure, je suis arrivée, j'avais les cheveux très très courts. Mais notre coiffeuse a fait des miracles. Oui, bon, on vient de la rencontrer justement. Très sympa aussi. Hein. Très bien, magnifique. Bon, par contre, gros inconvénient, vous pouvez pas vous asseoir. Impossible de s'asseoir depuis 2 heures de l'après-midi. Depuis 2 heures, vous êtes debout? Oui. Encore combien de passages là? Un dernier. Mais il y a un jury alors? Oui, tout à fait. Et donc pour être élu Miss Papier Journal, c'est ça? Miss Observateur. Ah, Miss Observateur. Waouh. Il y aura des dauphines aussi. D'accord. Vous êtes combien en tout? 12? On est 12 avec Miss Oise, on est 13. D'accord. Ah oui, Miss Oise est là, en plus. Oh, alors là, je fais pas bien mon travail, hein. Vous voyez, j'ai même pas regardé. C'est pas sérieux. Non, c'est pas sérieux. Bon, on vous laisse vous concentrer, hein. On vous embête pas plus. Hein. Voilà, vous voyez sur les images, c'est encore la fête derrière. Et voilà, c'est ça, les Hauts-de-France, on sait s'amuser, on sait faire la fête, mais malheureusement, c'est déjà la fin de notre émission. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à la regarder. N'oubliez pas que vous pouvez voir et revoir toutes les émissions sur weo.fr. Et n'oubliez pas également, et c'est très important, de nous suivre sur les réseaux sociaux. À bientôt.